Eh bien, on va commencer cette table ronde en commençant par vous remercier d'être venu déjà. Et puis, bon, remercier évidemment l'organisation du festival qui nous permet d'avoir accès à cette salle. Et donc, nos intervenants sur cette conférence table ronde organisée par l'Association des bibliothèques françaises sur le thème de la marchandisation du jeu et ses conséquences. Et donc j'ai avec moi Johan Brogol, donc éditeur de jeux maison Superti, qui est connu pour la carte des festivals de jeux, mais qui est là surtout parce que Superti, comme son nom l'indique, fait des jeux engagés. Et Benoît Turpin, qui est président de la Société des auteurs de jeux. Et auteur de jeux, en tout cas, tout le monde ne le saurait pas. Alors, pour ouvrir un petit peu cette table ronde, pourquoi est-ce qu'on a choisi de parler de ce sujet-là, de la marchandisation du jeu? La marchandisation du jeu, c'est pas nouveau, hein, depuis longtemps les gens vendent des jeux, ils fabriquent des jeux. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un petit peu des choses qui changent par rapport à la situation d'il y a une vingtaine d'années, ou une trentaine d'années, où le jeu, et notamment le jeu de société, était porté par un milieu de passionnés. C'était encore un peu bizarre, tout le monde ne connaissait pas. Et il y avait des geeks, on va dire, qui avaient cette passion-là, et puis qui en tiraient beaucoup de satisfaction, beaucoup de plaisir, auquel le jeu apportait énormément de choses, toute une génération qui a beaucoup profité du jeu. Et aujourd'hui, avec le succès que ça a rencontré, justement, c'est aussi parce que ça s'est démocratisé. Il y a énormément, une proposition très forte, on va en parler. Mais du coup, ça éveille aussi d'autres types d'intérêts. Peut-être qu'on commence à voir dans le milieu des gens qui ne sont pas forcément aussi passionnés par le jeu pour lui-même que par d'autres intérêts connexes, qui pourraient être des intérêts d'ordre financier, par exemple, ou des intérêts professionnels aussi, ce qui est légitime, le secteur du jeu comme un nouvel horizon professionnel possible, ou encore d'autres types, c'est-à-dire qu'on pourrait utiliser le jeu pour transmettre des messages idéologiques ou pour du marketing, voilà. Mais en tout cas, c'est toute la problématique un peu du jeu sérieux, si vous avez déjà entendu l'expression, c'est le jeu sérieux, c'est oui, ok, le jeu c'est bien, mais ce serait quand même mieux si ça servait à quelque chose d'autre qu'à jouer. Alors, ces tendances-là, nous on les perçoit en ludothèque, et bon, évidemment c'est pas quelque chose auquel on souscrit. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu envie de parler de qu'est-ce qu'il y a peut-être qui est en train de changer avec cette marchandisation, c'est-à-dire cet essor économique au sein d'une économie de marché du jeu de société. Alors que ce soit les impacts aussi bien sur les pratiques, sur les discours, la façon dont on parle du jeu, la façon dont on amène le jeu, et puis aussi sur l'offre, sur la créativité, sur la manière de produire les jeux. Donc c'est de ça dont on va parler maintenant. Alors je vais commencer par une question qui est... alors avant de commencer par la question, je vais vous partager une citation de Roger Caillois. Je ne sais pas si tout le monde sait qui est Roger Caillois, mais c'est quand même un des premiers philosophes, il y a plusieurs casquettes, sociologues, anthropologues français à s'être intéressés au jeu. Donc aujourd'hui, bon, on sent qu'il y a des choses qu'il a dit, tout ça a un peu évolué depuis, c'est plus forcément d'actualité, mais en tout cas, il avait une vision intéressante. Il parlait déjà à l'époque, donc dans les années 20, de la corruption des jeux. Et parce que pour lui, le jeu, c'est une activité à part, c'est quelque chose qu'on fait en marge de notre activité courante, quotidienne, réelle, on pourrait dire. Et il disait toute contamination avec la vie courante risque de corrompre et de ruiner sa nature même. Dès lors, il peut être intéressant de se demander ce que deviennent les jeux quand la cloison rigoureuse qui sépare leurs règles idéales des lois diffuses et insidieuses de l'existence quotidienne perd sa netteté nécessaire. Et aujourd'hui, on est un petit peu là-dedans, c'est-à-dire le jeu, est-ce qu'il est encore là pour jouer, pour être joué, ou est-ce qu'on part vers d'autres objectifs?
Et la première question, j'y viens, hein, c'est une question qui revient assez souvent, hein, qui est un peu classique, c'est du côté du jeu de société, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'une surproduction dans l'offre de jeu? Oui, surtout chez les autres. Et il vaut mieux qu'ils arrêtent de faire des jeux et plus que les miens. Mais plus sérieusement, non. À titre personnel, je pense qu'il n'y a pas de surproduction. Il y a un décalage entre la production et le public et la demande. Euh, Parce qu'en termes de production, on est environ à 1000 nouveautés par an. Et ces 1000 nouveautés, on peut les comparer aux 60 000 références nouvelles dans le milieu du livre, ou à titre de comparaison plus proche, il y a chaque année plus de 6000 nouvelles bandes dessinées qui sortent. Il y a environ 1000 jeux qui sortent chaque année. Donc si on compare avec d'autres objets culturels, on n'a pas forcément une surproduction très nette en termes de chiffres, même si l'utilisation de ces objets culturels ne sont pas les mêmes. On ne s'en sert pas de la même manière, on ne les consomme pas de la même manière. Mais pour moi, il y a surtout un décalage entre un milieu professionnel qui s'est rapidement développé et qui s'est développé peut-être un petit peu plus vite que le public visé. Et aujourd'hui, le bouchon est surtout lié à la difficulté du monde du jeu professionnel et moderne de diffuser leurs œuvres au grand public. Aujourd'hui, c'est toujours le Monopoly qui est la meilleure vente annuelle en France. Et tant que ça sera le cas, ça veut dire que notre activité en tant qu'auteur ou éditeur de jeux modernes, pas de jeux qui datent d'il y a 80 ans, on n'a pas réussi encore à toucher le grand public. Et quand on l'aura fait, peut-être qu'on se posera plus cette question-là sous cette forme-là. Bonjour, d'abord. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Benoît. Je pense que la vraie problématique est plutôt les jeux surproduits que la surproduction des jeux, dans le sens où effectivement, les monopolies font de la nouveauté sur le thème, sur les choses comme ça. Du coup, la modernité de ce qu'on a derrière n'est pas forcément très intéressante. Et en fait, les gens l'achètent, mais ils ne jouent pas vraiment. On va avoir des boîtes achetées qui sont stockées et que dans ce sens-là, c'est une surproduction, mais qui n'est pas forcément dans les nouveautés qui peuvent être intéressantes, même si certaines vont être surproduites individuellement parce qu'elles sont mal calibrées par rapport à l'attente, ou derrière il n'y a pas eu une communication adaptée au jeu. Mais en termes de volume, clairement, oui, quand on compare aux autres milieux culturels et par rapport à la pérennité que peut avoir un jeu de société par rapport à d'autres formes de médias, genre jeux vidéo ou des choses comme ça, je pense qu'on est plutôt raisonnable pour l'instant, même si effectivement ça peut tendance à grossir, et puis aussi y avoir des sujets comme la localisation, des choses comme ça qui peuvent avoir une réflexion sur où on les produit, comment on les produit, tout ce genre de choses. Par contre, la réflexion qu'il y a derrière cette question de la surproduction, c'est surtout la question de la viabilité de notre milieu. Si le sujet de la surproduction est présent en permanence, c'est que les éditeurs ont du mal à vivre de leur travail. Les auteurs, je n'en parle même pas. Mais tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à écouler suffisamment de quantité de jeux, d'exemplaires de jeux, pour en vivre. Et donc, ils sont obligés de produire de plus en plus de nouveautés pour essayer de compenser des tirages insuffisants par une multiplicité de jeux, ce qui est peut-être pas forcément la bonne technique, en tout cas ce qui permet pas encore aujourd'hui d'élargir l'audience des jeux de société modernes. Oui. Ça me fait penser, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, cette notion de volume est beaucoup liée à la façon dont fonctionne le système actuel. Donc clairement, le modèle de base pour fonctionner et pour rémunérer tous les acteurs de la chaîne aujourd'hui, il est clairement basé sur le système capitalistique, qui est qu'il faut faire du volume. Plus on fait de volume, plus on va avoir de ventes, plus on peut répartibiliser là-dessus. Et forcément, il y a deux thèmes là-dessus intéressantes. Il y a une façon de jouer qui est différente, mais qui pose la question de comment rémunérer toute la chaîne de façon équitable et surtout qui permettent on va parler tout à l'heure, je pense, de professionnaliser, de pouvoir être pérenne là-dessus sans forcément penser qu'en volume, qu'il y a plein d'implications sur la façon dont on fait les jeux et la façon dont on les joue.
Alors, il y a aussi une petite chose par rapport à ce que tu disais, Benoît. Effectivement, on produit 1000 jeux par an par rapport à 60 000 bandes dessinées, mais le jeu a vocation à être rejoué de plus en plus. Alors bien qu'il y ait un développement des jeux one-shot aussi qui marche aussi. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas effectivement le problème de on achète un jeu, on y joue une fois et puis c'est terminé? Alors, il y a ce problème-là, en effet, l'usage à la maison des jeux de société est différent. On va avoir tendance à rejouer beaucoup plus au même jeu que relire le même livre. Et du coup, on se constitue un stock à la maison, une pool de jeux sur lequel on peut exercer sa passion. Et du coup, c'est assez logique que le nombre de nouveautés soit plus réduit que dans les autres objets qui sont à usage plus unique. Euh, et du coup, j'ai oublié ta question. C'était ça, hein, c'était de juste faire remarquer que le jeu avait vocation à être utilisé plusieurs fois, hein, contrairement effectivement au film ou au livre. Tu vas pouvoir potentiellement des fois lire plusieurs fois ou regarder plusieurs fois, mais c'est généralement pas le cas. Oui. Et du coup, il y a une tendance des éditeurs à essayer de promouvoir le concept un peu biaisé de rejouabilité pour inciter les joueurs à jouer à leur jeu plusieurs fois pour créer cet acte de vente en promettant de nombreuses parties et pas justement une expérience unique, mais qui va à l'encontre de la surproduction, puisque si on fait jouer nos jeux plein de fois, bah, du coup les gens ils n'achètent pas les nouveaux. J'avais une autre question un peu plus dirigée pour toi, Benoît, sur la question justement de l'auteur de jeu. Alors souvent on entend parler de l'auteur de jeu comme d'un métier, hein, c'est ce que vous dites, mais est-ce que le fait de le présenter comme ça masque pas le fait que créer des jeux c'est aussi avant tout une passion et que on peut être auteur de jeu sans forcément chercher à le commercialiser ou à tirer bénéfice de son jeu? Alors, auteur de jeu, c'est forcément une passion, parce que même si on en fait notre métier, même si on en vit, c'est une activité créatrice, intellectuelle, et si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, c'est assez compliqué, voire impossible, de créer un jeu juste pour le travail. Ou alors l'expérience ludique, elle ne sera pas forcément à la hauteur. Donc, c'est forcément une passion. Par contre, nous, en tant qu'auteurs, on milite pour qu'on reconnaisse notre travail, parce que notre travail a une valeur. Et si on considère qu'on ne fait qu'une passion, du coup, ça légitime certains éditeurs à nous payer par la passion. À nous dire, mais c'est déjà une reconnaissance d'avoir ton jeu édité et ça devrait te suffire. Alors que le travail des éditeurs mérite salaire parce qu'ils font un travail éditorial pour vendre les jeux, mais ils se servent d'un travail qui est plus difficilement quantifiable en termes de revenus, mais qui est un travail réel. La définition du métier est un peu posée question, mais par contre, c'est réellement un travail. Et à la Sage, vous êtes ouvert à toutes les personnes qui sont dans une démarche de création, qu'elles soient publiées ou pas? Oui, on considère qu'un auteur de jeu ou une autrice de jeu, c'est quelqu'un qui a envie de créer un jeu. À partir du moment où on a une intention créatrice, on est auteur ou on est autrice. Il n'y a pas besoin d'une estampille je suis un auteur édité pour être un auteur. Et on peut tout à fait vouloir être auteur de jeu dans une démarche personnelle parce qu'on a des idées, on a envie de faire jouer ses enfants, sa famille, ses amis à des idées qui leur viennent sans avoir aucune envie que cette expérience soit commercialisée. Nous, on a un regard un petit peu biaisé puisque les gens qui viennent à la Société des auteurs de jeux, qui est un syndicat de défense des droits des auteurs, ce sont des gens qui ont envie d'avoir leur jeu édité d'une manière ou d'une autre et mis à la disposition du public. Ces gens-là, ils veulent que leur jeu dépasse le cercle familial. Et donc, nous, on a cette impression que tous les auteurs veulent avoir un jeu édité, mais c'est parce qu'il y a une partie d'auteurs complètement invisible à notre regard
qui ne va pas en festival, qui ne va pas dans les collectifs d'auteurs présenter leurs prototypes et qui ne va pas rencontrer les éditeurs. Donc on peut tout à fait faire les deux, et il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui de toute manière vont passer leur passion à faire des prototypes sans jamais aller plus loin dans les démarches d'édition. Alors, je trouve très intéressant la distinction entre travail et métier. Effectivement, même si on a une autre activité, qu'on crée un jeu, c'est un travail, ça mérite une rémunération, ça ne veut pas forcément dire qu'on va chercher toujours à vivre de la création ou de l'édition de jeux de société. Mais alors justement, si on est dans cette démarche-là, on aimerait vivre de ça, hein, de l'édition, de la création. En quoi est-ce que cet objectif commercial peut avoir un impact justement sur la créativité? Et je me demandais notamment, est-ce que ça arrive que des auteurs soient amenés à faire des concessions artistiques, hein, sur leur jeu pour pouvoir en vendre plus, ou est-ce que les éditeurs peuvent imposer aux auteurs de modifier des choses pour mieux vendre le jeu? Ils nous imposent beaucoup de choses. Mais en fait, le fait de vouloir en vivre et d'en vivre, ça a un impact énorme sur la manière dont on envisage les jeux. D'un côté positif ou négatif, on peut en parler longuement, mais le premier impact que ça peut avoir, déjà, c'est si on arrive à vivre du jeu de société. Moi, personnellement, j'en vis, c'est mon activité principale et unique depuis maintenant 3 ans. Du coup, c'est mon activité unique. Ça veut dire que je peux passer mes journées à travailler et pas le faire dans mon temps libre. Et donc, mon travail est de meilleure qualité parce que j'ai plus le temps de travailler, de faire que mes jeux soient plus développés, plus aboutis, parce que c'est mon activité. Ça me donne la liberté d'aller plus loin dans mon travail que si je devais avoir un travail à côté et pas forcément le temps de tout faire. Donc il y a un côté qui est clairement positif, en tout cas pour moi. Je sais que je suis un meilleur auteur de jeu aujourd'hui qu'il y a 5 ans, en partie parce que j'ai le temps de le faire. Et ce temps, il vient du fait que le jeu se vend et qu'on cherche à faire qu'il se vende pour pouvoir en vivre et pour pouvoir être meilleur. Donc il y a déjà cet aspect-là. Ensuite, dans la création, quand on est dans le milieu, on voit très vite la différence entre les auteurs. Donc si vous connaissez le OFF, qui est un espace de prototypes présenté tous les soirs au festival par des auteurs chevronnés ou débutants. Et on voit très bien la différence entre les prototypes des auteurs débutants et les prototypes des auteurs chevronnés, parce que les auteurs qui ont un petit peu de bouteille, ils vont inconsciemment ou consciemment adapter leur production ludique à un certain nombre d'attentes. On peut avoir une démarche totalement artistique et considérer qu'on fait son jeu sans se soucier de toute contrainte, et on pourra en parler un petit peu plus tard, mais ce que l'on voit, nous, c'est que si on veut avoir cette démarche dans le vivre, il faut s'adapter. On ne peut pas se permettre de faire, comme ce que j'ai fait en débutant. Mon premier prototype, c'était un jeu de lettres et de gestion à 2 joueurs qui durait 1h30, qui n'était pour personne. C'est avec un matériel énorme. Et ma première rencontre avec un éditeur, ça a été Mathieu Despnous, pour ne pas le citer. Ton prototype est génial, c'est super original, il ne sera jamais édité. Il ne sera jamais édité, et il avait totalement raison, parce que le public cible de mon jeu était 5 personnes en France. Et je trouve que mon prototype avait une raison d'être, j'en suis toujours fier, mais il m'a dit, faisons une version en 55 cartes, pour que ça rentre dans ma gamme. J'ai fait une version en 55 cartes, j'ai fait un autre jeu, donc ça a poussé à une activité créatrice, et c'est celui-là qui a été édité. Je vais revenir dessus, c'est super intéressant, parce qu'en fait, on parle beaucoup de jeu de société comme un objet culturel artistique, ce auquel j'adhère, mais ça implique beaucoup de choses qui en fait sont en train de construire, notamment sur l'aspect de ce que tu racontes là, c'est que si tu fais une réelle démarche artistique, en fait, il n'y a pas les contraintes. Tu n'es pas censé avoir les contraintes de dire c'est quelque chose qui fonctionne pour le maximum de monde pour en vendre au maximum. Et là, on retombe dans le travers de vouloir faire un produit
mais ce qui n'est pas forcément compatible. Moi, ce que je considère, c'est qu'idéalement, comme il y a dans le livre des lignes éditoriales bien marquées qui permettent d'adresser différents publics, donc en fait, il y a une multiplicité des lignes éditoriales, donc là, forcément, côté éditeur, c'est dans le nom, qui permettent en fait d'adresser plus de publics et plus de gens différemment. Et c'est quelque chose qui est en train de se faire. Clairement, sur ma maison d'édition, le but, c'est de se dire mais comment ça se fait qu'il n'y a pas une maison d'édition qui embrasse ce côté qu'on trouve dans le milieu culturel, dans le cinéma, dans le livre, dans la littérature, etc. Et de dire en fait c'est possible de faire des choses différentes. Ça implique évidemment des choix différents, des façons de faire différentes et des créations différentes, mais de se dire que peut-être qu'on peut élargir l'éventail des possibilités, mais avec une réflexion d'abord culturelle artistique, jusqu'à ce qu'on se confronte à la réalité économique, où là, effectivement, pour en vivre, nous-mêmes, on va faire des choix qui ne sont pas forcément des choix de choisir le prototype qui a du potentiel économique, alors qu'on préférait de façon purement artistique un autre. Et idéalement, j'aimerais bien, mais c'est toujours la différence entre ce qu'on aimerait faire et ce qu'on peut faire, c'est avoir assez de pérennité et de solidité pour se permettre de proposer des œuvres purement artistiques qui ont plus besoin de se vendre par millions, ou par milliers en vrai, sur ce genre de choses. Donc il y a ce décalage entre ce qu'on prétend être tous en tant qu'objet culture artistique et la réalité pour que tout le monde puisse en vivre, tous les créateurs, tous ceux qui participent, et je dis créateurs en vrai, puisque ça, il y a aussi les créateurs de contenu, les créateurs de contenu, ceux qui ont des métiers transversaux, notamment les illustrateurs et les illustratrices qui travaillent dans d'autres métiers et qui va y avoir différentes façons de faire. Il y a plein de choses qui se passent et il y a aussi des choses à inventer pour que la spécificité du jeu de société en tant qu'objet culturel existe entièrement, qu'on se démarque et pas juste en tant que, comme il l'avait été à un temps, en tant que produit de consommation. Même à une époque où il n'y avait pas les noms des auteurs et des autrices de jeux sur les boîtes, quelque chose qui a changé notamment avec le travail de la Sage là-dessus. Avant de parler des concessions qui peuvent être gênantes pour la création, je me fais un peu l'avocat du diable aussi, parce que le fait qu'il y ait cette marchandisation et cette volonté consciente des auteurs de faire un produit culturel, mais un produit exploitable, ça ouvre des horizons de créativité qui n'existaient pas forcément avant. Un exemple type, quand j'ai commencé ma carrière, on nous disait les jeux à deux ça se vend pas, il ne faut pas faire de jeux à deux, donc ne faites pas de jeux à deux. Si vous voulez en faire, mais on ne vous les défera jamais. Donc les gens se sont mis à faire des jeux autres. Et puis, comme les jeux à deux se sont mis à se vendre, il y a eu une brèche qui s'est ouverte et il y a eu une quantité énorme de propositions de jeux à deux parce qu'on nous a autorisé, entre guillemets, à réfléchir à ce nouvel espace de création. Et ça a permis d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu croire il y a quelques années sur le jeu à deux, avec une créativité très forte dans ce domaine-là. Bien sûr, ça ferme d'autres portes. Ça marche dans un sens. On nous avait aussi dit les jeux de course, de sport, ça marche jamais. Ben, c'est toujours bien quand il y en a un pionnier qui se lance et qui montre que ça peut marcher. Et du coup, ça ouvre la porte intellectuelle aux auteurs de se dire « Ah, ben en fait, je peux ». Et à partir de ce moment-là, on va se projeter dans ce nouvel espace qui est ouvert par la marchandisation et qui nous permet de travailler dans d'autres domaines. Donc il y a eu des gens qui ont osé sortir du cadre qui était impliqué pour prouver que ça pouvait fonctionner et que du coup, qu'on eu cette, enfin, je ne sais pas si c'est une force, ou alors qu'ils étaient à côté de la plaque et qu'ils en fait ont réussi par la force des choses pour ouvrir la voie. Donc j'ai l'impression que c'est intéressant de dire que du coup la créativité naît aussi de l'envie de faire des choses différentes par rapport à ce qui existe, en sachant que tu ne vas pas dans le sens des choses préétablies et qu'en fait ça change tout le temps et que souvent les choses qui se développent aujourd'hui sont des choses qui étaient considérées comme avant pas faisables. En fait, on retrouve toujours ça dans plein de domaines sur les jeux qui fonctionnent, qui étaient censés être des thèmes, des cas qui étaient plus validés par les communautés. Après, dans l'autre partie, la partie un peu plus négative de la marchandisation, il y avait la notion de concession que nous, on doit faire pour que le jeu fonctionne, et on va avoir des retours d'éditeurs
sur le contenu de notre jeu et sur ce qu'il faudrait enlever pour que le prix de vente corresponde à l'expérience proposée. Aujourd'hui, un jeu à deux se doit quasiment d'être dans un format pas plus grand qu'une boîte carrée de 20 par 20 à 25 euros si on veut pouvoir le vendre. Et quand on arrive avec un jeu, souvent les éditeurs qui se posent la question d'en vivre vont nous dire ce jeu à deux il peut être très bien, mais par contre il va falloir que tu enlèves des choses ou que tu modifies pour pouvoir répondre aux attentes du public, ou en tout cas des attentes supposées du public et des boutiques. Et donc on va soit accepter de travailler dans ce sens-là, de faire ces concessions, soit décider de ne pas le faire, au risque de ne pas avoir son jeu édité, ou d'en faire un truc qui va révolutionner un petit peu la chose et ouvrir d'autres possibilités, mais ce qui est quand même beaucoup plus rare. Oui, il y a le côté transgression des normes un peu établies qui est un risque, peut-être un peu. Soit on est novateur et on arrive à lancer quelque chose, soit effectivement on ne trouve pas preneur ou on passe à côté de notre public. Et effectivement, moi j'ai tout de suite pensé ce que tu disais, effectivement il y a le côté des jeux à deux, il y a aussi ce dont on parlait, le côté des jeux one-shot. Il y a toute une époque où c'était la rejouabilité, et puis aujourd'hui on se rend compte que si, il y a un public pour ces jeux qui seront joués qu'une fois, alors que c'était impensable auparavant. Donc effectivement, il faut qu'il y ait des précurseurs qui tentent le coup à un moment pour que ça évolue. Alors toujours à propos de la créativité, je me posais la question aussi s'il y avait... alors on a vu qu'il y avait... On a eu une première, là, un phénomène de censure d'un jeu. Si vous avez suivi, le jeu Antifa a été retiré brièvement des rayons de la FNAC à la demande d'un député du Rassemblement national, parce qu'effectivement un jeu qui s'appelle Antifa, on comprend qu'il doit se sentir visé. Et donc il y a cette censure qui existe. Est-ce qu'il y a aussi des formes d'autocensure de la part des auteurs et des éditeurs qui se disent « Ah non, ça quand même, on ne peut pas en parler dans un jeu, je vais choisir un thème. » Alors pour reprendre une expression de Henri Kermarek, je vais plutôt faire un jeu avec des lapins et des pirates qu'un jeu avec des contenus qui pourraient fâcher. Alors, il y a clairement déjà une censure de la part des éditeurs vis-à-vis de nous. Un exemple personnel, j'avais fait un jeu où on faisait l'élection des papes, ça s'appelait Habemus Papam, et on essayait de pousser sur le plateau les cardinaux pour les faire tomber et prendre la place du pape. Et immédiatement, tous les éditeurs m'ont dit « Tu retires ce thème, déjà ça se vendra jamais aux États-Unis, on peut pas, c'est pas possible, on fera aucun export avec, il faut autre chose. » Ça fonctionnait, c'était logique, c'était thématique, et finalement c'est des animaux. Ils sont mignons les animaux, mais du coup ça donne le risque d'enlever un propos qui pouvait être intéressant, parce que l'éditeur se projette sur la viabilité du projet, et je peux comprendre qu'un thème engagé ne convienne pas à tous les éditeurs. Ça marche pour certains. Ouais, ça marche, je ne sais pas si ça marche, mais effectivement je suis le contre-exemple là-dessus. Et c'est pour ça qu'on parle de ça. Le premier jeu que j'avais fait, qui s'appelle Révolution, que j'ai édité, il y a des cartes que j'ai enlevées en autocensure parce qu'en fait, elles n'étaient même pas légales. C'est-à-dire qu'en termes de ce que tu transmets comme message, ça peut être répréhensif légalement. Et tout simplement, tu es obligé de. Enfin, si tu veux avoir une société avec pignon sur rue, tu es censé t'amuser à. Enfin, en vrai, c'est compliqué, mais cette histoire de. La loi s'adapte normalement à ce qui se passe. Et du coup, la question de la censure que tu évoques là, qui a été faite de façon assez intéressante, parce que c'est un jeu qui n'était pas du tout connu dans le monde du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de créations en dehors on va dire, du monde ludique, des gens qui peuvent venir à Cannes, même qui savent que Cannes est aussi un festival de jeux. En fait, il y a plein d'autres choses qui se passent dans d'autres milieux, d'autres façons de faire. Et évidemment, la création artistique est constamment dans tous les domaines liés à la censure, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein d'artistes. Je ne sais pas si c'est beaucoup le cas dans le jeu de société, mais qui fonctionnent sous pseudonyme pour ne pas avoir à relier leur personnalité, on va dire, réelle et leur personnalité créatrice de contenu, qui peuvent poser des problèmes sur ce que perçoivent les gens quand eux-mêmes, surtout dans le jeu de société, on s'approprie encore plus que dans les autres œuvres le contenu, on le vit, et du coup ça peut créer des choses, ça peut modifier cette perception des choses.
Et du coup, il y a plein de questions où tu peux pas entièrement faire ce que tu veux, donc forcément, tu poses des questions et forcément, tu te censures. Mais c'est pas forcément un problème dans le sens où si tu poses des questions, c'est déjà que tu es en train de faire de la créativité. Donc c'est aussi là que c'est intéressant. Et pour rebondir à ce que tu disais avant, c'est qu'en fait, en vrai, il y a un public pour tout. Sauf que parfois, le public pour une certaine chose, il est de 5 personnes, et du coup, il n'est pas éditable de façon pérenne, de façon qui serve le système du jeu. Et pour l'autocensure, on remarque qu'un des défauts de la professionnalisation des auteurs et de cet objectif d'avoir des produits culturels validés par les éditeurs et par les ventes, c'est que on est parfois dans un moule d'attente, et certains éditeurs cherchent activement des jeunes auteurs qui n'ont pas encore intégré le moule et la norme qui est imposée tacitement dans le milieu. Si tu fais un jeu avec un paquet de cartes, il faut qu'il y en ait 55 parce que l'imprimerie, c'est des planches de 110. Et donc, si tu mets 56 cartes, du coup, j'utilise 2 planches et mon prix de production, il double alors qu'il y a une carte en plus. Nous, on intègre ces choses-là, peut-être trop, parce qu'à force d'écouter nos éditeurs, on l'apprend. Et il y a de jeunes auteurs qui débarquent avec des idées complètement neuves, parce qu'ils n'ont pas encore ce moule, ce cadre qui contraint aussi. Il y a aussi une recherche d'auteurs étrangers qui ont un autre cadre, un autre moule, qui peuvent apporter du coup des surprises dans la réflexion ludique, et des choses qu'on ne peut pas avoir, ou qu'on n'a pas vues dans notre moule franco-français de création. Je rebondis là-dessus, c'est super intéressant aussi sur l'aspect créativité. J'ai vraiment la voix cassée, ça fait beaucoup d'heures de festival. Comment ça s'appelle? Il y a des fois, des jeux fonctionnent, ils sont novateurs, et du coup, ça ouvre une brèche, comme tu dis, mais tout le monde se met à créer un peu au moment où le jeu fonctionne, et qui crée un décalage entre le moment où en fait ça va sortir, entre le travail, après ça dépend, ça peut aller vite, mais quand un travail de développement ou de création, il peut y avoir 2-3 ans parfois entre plus l'idée de départ et la sortie en boutique, où en fait on est passé à une autre, on va dire une mode, parce qu'en fait les jeux, il n'y a pas une façon de faire, il y a plusieurs façons, plusieurs publics, mais que du coup la créativité, je ne sais pas si un bien pur, mais c'est pas le bon terme, mais on s'inspire de tout ce qu'on connaît, et du coup il y a des tendances à vouloir reproduire des choses qui ont fonctionné, et on se retrouve à avoir, et notamment on parlait des jeux d'auteurs, parfois de juste prendre des anciennes mécaniques qui en fait ont déjà été éprouvées de façon différente, et de reproduire, ou alors de recréer en étant novateur là-dessus. Mais c'est sûr que selon tes propres billets, tes propres connaissances et tes propres jeux auxquels tu as été confronté toi-même, ça va changer ta perception. Est-ce que tu imagines qu'il est faisable ou pas? Et après, une fois qu'il y a des novatrices qui sont tellement novatrices qui sont impossibles à éditer, mais qui sont tellement bien que finalement, en fait, toute la chaîne va chercher des solutions pour ouvrir cette nouvelle brèche là-dedans. Et juste pour rebondir sur ça, à titre personnel, je suis plutôt connu dans le monde du jeu pour créer des jeux à cocher basés sur le YAMS, le YET. Et quand j'ai créé le jeu qui me permet d'en vivre, il y a 5 ans, il y a un site internet qui s'appelle BGG qui référence tous les jeux qui existent globalement dans le monde. Ce type de jeu, il devait y en avoir une trentaine qui avaient été créés entre les années 70 et 2018. Il se trouve que mon jeu a eu un retentissement important. Il est sorti en même temps qu'un autre jeu à cocher, donc le même type, qui a eu lui aussi un succès très retentissant. Et à partir du moment où ces jeux ont fonctionné, donc, il y a eu plein d'auteurs et d'éditeurs qui se sont dit, du coup, on peut en faire. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, si on regarde la même base de données, on est à plus de 1000 entrées de jeux à cocher. Donc, il y a eu plus de 1000 jeux qui ont été créés parce qu'une brèche a été ouverte. Et pendant très longtemps, ces jeux ont été juste alors pas des copies, mais des reprises du même principe, sans forcément ni beaucoup d'originalité, ni beaucoup de succès, parce que si un jeu n'est pas très original, il y a peu de chances que ça fonctionne quand même. Mais aujourd'hui, 5 ans plus tard, on voit que on est passé à une autre étape,
et que les jeux à cocher qui sortent maintenant dépassent ce qui avait été fait il y a quelques années, et on a ouvert, on va aller plus loin, on va essayer d'autres choses, on va le mélanger avec d'autres mécaniques. C'est ce qui s'est passé avec le deck building de Dominion en 2008, qui aujourd'hui se retrouve dans plein d'autres types de jeux, et on voit que sur ce type-là, ben, ça a mis 4-5 ans avant qu'on sorte du marasme de on va faire vite une petite version à cocher parce que ça coûte pas cher à produire et donc ça se vend pas cher et donc on va pouvoir en vendre plein. Et maintenant, on a des propositions ludiques beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus originales sur ce système-là. Et alors, on a évoqué ces contraintes-là, hein, effectivement, de l'édition. Est-ce que le mouvement actuel de concentration de l'édition dans les mains d'un nombre restreint de grosses boîtes, hein, de géants, alors c'est de édition et distribution aussi, est-ce que selon vous, ça fait peser un risque sur la créativité? Est-ce qu'on ne va pas aller plus loin dans la standardisation? Tu veux que j'y aille? Oui, oui, évidemment. Évidemment que quand il y a des. Enfin, ouais, pour le coup, c'est global à tous les milieux. Quand il y a un rapport de pouvoir, il y a des gens qui prennent des décisions juste par rapport à leur force et à leur pouvoir sur les choses. Ils peuvent avoir un impact énorme sur le monde qui en vit et qui peut avoir des changements intégraux. Après, ce qui est assez intéressant, c'est que effectivement, il y a des grands acteurs qui se structurent, mais il y a aussi plein de petits acteurs qui naissent. Et du coup, il y a une forme les deux sont possibles. Et si on reprend les modèles de ce qui existait dans le milieu culturel, oui, il y a la scène de ceux qui sont gros, mais il y a aussi les scènes blindées. Et en fait, c'est à chaque scène d'être capable de créer des choses intéressantes. Et ce que je trouve très chouette dans le jeu, c'est qu'au final, qui que ce soit qui le crée, en fait, le résultat, il peut être pareil, mieux, différent, et c'est le public qui va trancher. Delta, évidemment, tous les moyens de communication, tout ce qu'il y a là-dessus, les moyens de pousser les choses d'une façon ou d'une autre. Mais sur la création du jeu pur, il est aujourd'hui possible de faire des jeux de société sur des petites équipes. Il n'y a pas besoin, contrairement à un film par exemple, d'avoir des équipes avec des budgets beaucoup plus conséquents. Même si évidemment, normalement, plus tu en as, plus tu pourrais en faire. Mais en fait, du coup, aussi, plus tu as une grosse machine, et plus ça peut avoir de la complexité pour être capable de faire de la créativité et des choses différentes qui sont censées pas fonctionner. Et voilà, je ne sais pas si ça fait le tour. oui, moi je vois la situation de manière. Je suis un peu partagé. Clairement, le fait qu'il y ait des gros éditeurs, ça a des contraintes très fortes sur notre activité créatrice. Quand on va voir un éditeur qui a 20 employés ou 25 employés, il ne peut pas se permettre de faire un jeu qui va se vendre à 3000 exemplaires. Il ne va pas pouvoir payer ses employés. Et donc, il va faire une sélection de jeux en se basant sur la capacité de succès de ce jeu-là, et il va souvent favoriser un certain type de jeu qui se vend naturellement plus que d'autres types de jeux, et estimer que si ce projet n'a pas le potentiel de vendre 50 ou 100 000 exemplaires, ce n'est pas un projet qu'il faut mener à bien parce que ça ne permet pas la rentabilité de l'entreprise et permettre de payer les salaires des gens. Donc là, il y a une contrainte qui est un peu frustrante de notre côté, où on dit que le jeu mérite d'exister, mais en effet, n'est pas destiné à un public suffisamment large pour toucher ça. Mais d'un autre côté, en effet, il y a des éditeurs indépendants qui peuvent se permettre, avec une plus petite structure, de vivre de projets plus niches avec un public plus restreint. L'autre avantage d'avoir ces gros mastodontes comme Hachette ou Asmodée qui aujourd'hui poussent le marché, c'est que en étant des éditeurs et des distributeurs puissants, ils ont une force de frappe puissante pour diffuser le jeu de société. Et aujourd'hui, si on a autant de gens au Festival de Cannes, si on a autant de gens dans les festivals, des gens qui viennent dans les boutiques pour acheter, c'est aussi parce qu'il y a une force médiatique telle des gros acteurs que les jeux rentrent encore plus loin dans les familles, et du coup, comme ça rentre plus loin, ça bénéficie en ruissellement, parfois là ça fonctionne, de bénéficier aux petits éditeurs qui, finalement, avec un pool de public plus large, peuvent peut-être réussir à survivre. Je ne suis pas sûr que il y a 10 ans ou 15 ans, Subverti aurait pu fonctionner de la même manière.
C'est surtout non. En fait, le monde du jeu a changé à assez grande vitesse. On estime que je ne sais pas si c'est vrai, parce que je n'ai pas de chiffre là-dessus, mais que le monde de la BD, on va dire, qui a eu aussi un développement, que le monde du jeu de société se fait un peu ces traces-là, avec une sorte de décalage de 10 ans, en fait, on est en train de créer les conditions de plus de choses, mais parce que aussi ça se diffuse plus, et qu'aujourd'hui, un peu comme tu disais au début, il y a un peu la version de la vision de c'est pour les enfants, c'est pour les geeks. En fait, maintenant, clairement, il n'y a plus personne qui. Il y a plein de gens qui font que c'est accepté assez facilement que le jeu, et c'est backé aussi par des études sociologiques et historiques, que le jeu c'est quelque chose d'universel, que tu peux en faire à tout âge, et que du coup, le potentiel, en fait, c'est tout le monde. Donc c'est sûr que le moment et ce qui se passe autour change totalement la capacité aussi aux plus jeunes éditeurs et éditeurs indépendants de le faire avec les outils leur propre façon de faire. Et je prends l'exemple d'Asmodée. Asmodée n'est pas une entreprise très vieille, et ils ont aussi commencé de cette façon-là, et un jour ils ont fait des choix de succès où on travaillait comme il fallait pour arriver à cette capacité qu'ils ont aujourd'hui d'avoir une influence plus grande sur tout le marché. Ouais, juste pour finir sur l'influence, il y a aussi un autre aspect qui est que les grosses entreprises comme ça, elles ont des obligations légales de financer un certain nombre de projets. Si aujourd'hui il y a des conférences d'Asmodée Gaming Lab à l'étage, c'est pas parce qu'Asmodée a envie de s'impliquer dans la recherche, en tout cas pas uniquement, c'est qu'elle a l'obligation légale de dépenser de l'argent pour faire ça, et qu'ils ont choisi de manière très intelligente de proposer des recherches scientifiques sur le jeu, et que c'est très bien. Donc il y a un vrai intérêt aussi intellectuel et scientifique à ce que ces grosses entreprises existent, parce que le gouvernement, enfin, en tout cas les pouvoirs publics, ont imposé un système qui les oblige à investir dans des choses non marchandes. Alors, tu parles du gouvernement, il y a aussi le fait que, enfin, c'est ce qu'on a vu dans les travaux qu'on a fait avec les différents réseaux professionnels du jeu. Si on commence à arriver à faire entendre l'idée que le jeu pourrait être reconnu comme un objet culturel au même titre que les autres médias dont on parlait, c'est aussi parce qu'il y a cet impact économique de grosses boîtes, et que sans ça, on resterait encore méconnu et peut-être méprisé pendant longtemps. Oui, on peut vous donner un exemple très clair. Avec Antonin, on travaille à la reconnaissance du jeu de société en tant qu'objet culturel auprès des pouvoirs publics. Et un exemple, c'est que le jeu de société n'est pas inclus dans le Pass Culture, qui est une offre pour financer les achats des jeunes entre maintenant 12 et 18 ans. Ils peuvent acheter des BD, des places de cinéma, des livres, de la musique, peu importe, mais ils ne peuvent pas acheter de jeux de société avec. On a cherché à rencontrer les gens qui gèrent le Pass Culture et on a obtenu un rendez-vous uniquement parce qu'on a demandé à Hachette de nous obtenir un rendez-vous. Et on ne l'aurait très certainement pas eu sans l'aide d'Hachette, qui a un réseau un peu plus important que le nôtre. Donc il y a aussi un effet. Donc quelque part, on peut dire peut-être pour synthétiser ça, c'est que le fait qu'il y ait des grosses machines plutôt commerciales qui poussent à l'avant, ça ouvre aussi pour une scène indépendante à côté, et que les deux finalement progressent en même temps. C'est parce qu'il y a ces grosses machines qu'il y a la place pour une scène indépendante. Je pense. Je suis un peu plus partagé, mais on va dire que c'est normal. Je pense qu'il y a un rapport de France. Il y a des milieux pour reparler de la BD, beaucoup de gens considèrent que le milieu de la BD a été un peu phagocyté par les grosses entreprises, et que ça a limité justement les combats qu'il peut y avoir sur les rémunérations, sur la reconnaissance et le travail que peuvent faire les différents artistes. De toute façon, c'est sûr que les deux existent. La question, c'est dans quel poids ont chaque et quelle liberté ont chaque. Et je pense que c'est un rapport de force, et que c'est pas automatique. Ils ne vont pas juste laisser chacun va avoir ses intérêts, et il va y avoir des endroits où les intérêts vont diverger. Et chacun va y voir ses propres choses, même si après, prendre en compte ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime, et la réalité d'aujourd'hui, comment faire pour. Là, on parle de la reconnaissance du jeu comme produit culturel. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde partage à tous les étages du monde du jeu,
et que du coup on peut s'entendre sur des sujets tout en étant en désaccord sur d'autres. Alors, je vais revenir un peu sur la question des contenus des jeux, hein, ce dont on parle dans les jeux, comment on fait des jeux. Tu disais tout à l'heure, Benoît, qu'on était forcément passionné pour faire des jeux. Est-ce que c'est si vrai que ça? Est-ce qu'il n'y a pas des jeux qui sont produits quand même principalement pour faire de l'argent en exploitant des espèces d'instincts ludiques primaires, hein, on pourrait dire ça. Alors, j'irais presque jusqu'à parler de pornographie ludique, hein, alors parce que ça peut être des contenus sexuels, mais pas forcément. Mais en tout cas, le fait de dire on va faire du primaire et puis ça va se vendre et on va gagner plein de sous. Alors, je pense évidemment à des jeux comme Plan Manger Coco, hein, je n'hésite pas à le citer, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous semble possible ou vous pensez que ce sera toujours des passionnés quand même? Alors, je pense que cette pornographie ludique, elle existe dans le jeu de société enfant depuis très longtemps. Parce que si on va dans un jouet club ou un King Jouet et qu'on regarde le rayon jeu de société, même si ça change un tout petit peu en ce moment, on va trouver principalement des action games, donc des Tuturista et Prout Prout l'éléphant, qui ne sont pas forcément créés par des auteurs de jeux indépendants comme on peut l'être, mais par des studios internes de ces grosses maisons d'édition qui cherchent en effet à vendre plus du jouet que du jeu, mais qui sont rangés quand même dans la catégorie jeux de société. Donc ça, à mon avis, ça existe depuis un certain temps. La différence, c'est qu'aujourd'hui, cette pornographie ludique, elle commence à toucher les adultes avec une démocratisation du jeu de société et le fait que le stigmate infantilisant du jeu est en train de disparaître avec notre génération qui a joué dans son enfance et qui continue à jouer aujourd'hui. Maintenant, c'est moins mal vu de jouer aux jeux de société quand on est adulte. Et du coup, on va retrouver les mêmes biais de chercher à toucher le plus grand nombre avec des choses qui peuvent être un petit peu un effet primaire dans leur expression ludique et qui va brosser dans le sens du poil l'humour de base des gens. Je te laisse continuer. Oui, en vrai, c'est intéressant. Moi, je pense vraiment que là-dessus, il y a comment ça s'appelle? Il y a la part création, où on fait toutes nos théories de qu'est-ce qu'il y a, le public est destiné, etc. Mais je pense que là-dessus, il y a un côté où en fait, c'est le public qui décide. C'est-à-dire que si les gens veulent consommer du Plan Manger Coco, moi, ça ne pose aucun problème. C'est juste que l'idée, c'est de se dire, si on pense proposer quelque chose de plus intéressant, plus artistique, plus culturel, ou qui crée des meilleures sensations, faisons-le et convaincons les gens d'y jouer. Et les gens qui joueront, en fait, le défendront d'eux-mêmes auprès du reste du public. Donc en soi, je suis plutôt en mode, soyons libres de créer plein de choses, que chacun fasse ce qu'il veut. Et après, défendons le fait que si j'ai été de ce jeu, soit toi si tu as créé ce jeu, c'est parce que tu penses qu'il est intéressant, qu'il a un intérêt d'être joué, qu'il crée des sensations chez les gens et qu'il apporte quelque chose au moins de différent et peut-être de plus intéressant que d'autres productions qu'on considère moins artistiques, etc. Voilà. Et pour rebondir sur ce que tu dis, il y a un côté un peu snob et élitiste chez les auteurs de jeux. Quand on voit des jeux qu'on vient de citer, on va avoir tendance à dire que ce ne sont pas des jeux qui nous conviennent, c'est des jeux de merde et que ça apporte rien. Et puis, si on réfléchit un petit peu, quand on voit le succès de Skyjo, par exemple, qui est un petit jeu de cartes qui s'est vendu quand même à 1 million d'exemplaires en France en l'espace de quelques années et qui marche complètement sur les plates-bandes du Uno, la première réaction de beaucoup d'auteurs de jeux, c'est de dire « Mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est nul !» Et en fait, après, on peut aussi se poser la question de pourquoi ça marche, quels sont les ressorts ludiques que ça crée, quelles sont les émotions que ça crée chez les gens, qu'est-ce que ça va créer comme sensation autour de la table. Et si on se pose un peu la question, c'est peut-être pas si nul que ça. Et en fait, c'est peut-être pertinent de se poser aussi la question de est-ce que les attentes du public face à un jeu de société, c'est exactement les attentes que nous, on a envie de créer. Est-ce qu'on se leurre pas
dans un certain élitisme intellectuel de je veux faire un jeu fin, élégant, intellectuel, difficile, conceptuel, alors qu'il y a une certaine attente du public où ils ont envie de jouer à Skyjo en mangeant des chips et en papotant, et parce que le jeu le permet, et permet d'avoir des émotions ludiques, qui est très simple, hein, je retourne la carte, je fais « Ah !» Oh, et qui marche parfaitement bien. Et on voit les émotions que ça crée autour de la table. Et ces émotions-là, bah, on peut aussi essayer de se les approprier, de créer des jeux pour reproduire ce genre de sensations autour de la table. Et du coup, juste pour ajouter, je pense que c'est super intéressant sur l'idée de, genre, de se dire que le jeu est universel, mais aussi de se dire que si tu veux quelque chose de populaire, bah, tes réflexions vont être différentes de si tu veux quelque chose d'élitiste, et qu'effectivement, encore une fois, sur la comparaison des milieux culturels, il y a beaucoup de milieux culturels qui ont créé une sorte d'entre-soi qui, je trouve, dans notre société, je suis pas sûr que ce soit vraiment le plus intéressant, et plutôt l'aspect de que tout le monde puisse participer et ressentir ces émotions, mais en fait, nous-mêmes, quel que soit le niveau du jeu auquel tu prétends jouer, à la fin, on est les mêmes humains, on ressent des émotions similaires, c'est juste qu'on l'active de façon différente, et voilà, là, c'est le côté métier où, à toi, à nous, de créer les conditions pour que ces sensations se créent, et qu'effectivement, de se dire que ça, c'est pas bien, parce que j'estime que de mon point de vue, je ne ressens pas les mêmes émotions, c'est un peu réducteur dans ce sens-là. Ok, donc une dernière question rapidement avant de laisser la place aux questions. Donc à l'inverse, vous parlez de jeux élitistes. Est-ce que les jeux peuvent aborder des thèmes plus difficiles, plus sensibles, sans devenir élitistes et sans non plus se dénaturer, c'est-à-dire devenir autre chose que des jeux, des supports de réflexion, des lanceurs de paroles, des choses comme ça? C'est ma ligne éditoriale, donc je vais défendre ça évidemment. Je pense que un jeu en tant que tel, rien que le fait de jouer, ça apporte déjà quelque chose. C'est-à-dire que, encore une fois, l'humanité a toujours joué pour apprendre. Et en fait, l'apprentissage, c'est pas juste quand tu es enfant, toute ta vie tu apprends. Et du coup, si tu fais des jeux, en fait, tu apprends des choses. Et souvent, il y a eu des études récentes, une compilation des études récentes qui ont été faites dans le jeu vidéo sur le mécanisme ludique. Il y a eu plein de peurs pendant longtemps, en mode, en fait, ça détruit des choses, c'est bien. Et ils ont juste prouvé que chaque type de jeu fait que apporter des choses sur soit de la réflexion, soit des réflexes, soit des façons de voir les choses. Enfin, il y a plein de choses intéressantes là-dessus, sur le fait que c'est très positif pour les humains en général. Et après, moi, en tant qu'objet culturel de défendre le jeu, c'est en tant que tel un jeu, mais derrière, tu peux avoir un message, et les gens, ils se l'approprient, et ils peuvent aller plus loin, et se faire leur propre réflexion. Donc quand tu vas dans un musée où il y a l'œuvre en tant que telle, et puis il y a l'œuvre avec son contexte, et après il y a toute l'histoire et tout ce qu'on peut construire ou déconstruire derrière. Donc je pense que fondamentalement, le jeu l'est. Je pense qu'il y a une peur et un décalage sur ce qu'est un jeu éducatif, ce qui est un vrai jeu, parce que du coup il y a des jeux éducatifs qui sont moins plaisants, parce que leur message est bien frappé, il y a une peur de ça. Enfin, il y a toute une vision des choses qui peuvent se dire que, comme si c'était deux choses différentes. En fait. Alors pour moi, c'est la même chose, c'est juste que c'est à toi de voir les messages que tu transmets des messages sur des univers qu'on va dire qui sont fantastiques, mais en fait, même dans les univers fantastiques, par exemple dans les romans, il y a plein de références par rapport à ce qu'on vit, il y a plein de références politiques, même sans qu'on s'en rende compte. Et tout ça est beaucoup plus intriqué que quand on simplifie sur le jeu, c'est sérieux ou pas sérieux, c'est engagé ou pas engagé. Et après, voilà, ça revient sur le début, sur l'histoire de ligne éditoriale. C'est à toi de voir, pour un éditeur, comment tu veux, quelle est ta ligne éditoriale. Et après, du côté auteur-autrice, de s'ils veulent transmettre des émotions, un message, un thème, une sensation mécanique, une sensation matérielle, et que du coup, tout ça est beaucoup plus intriqué qu'on le croit. Et évidemment, nous, chez Subverti, on défend l'idée que le jeu change les choses, et du coup peut aussi être un outil pour avoir une réflexion sur le monde extérieur, et qu'en fait on participe au monde extérieur, et que de jouer, c'est aussi une façon de se dire qu'autre chose est possible, que c'est pas, on n'est pas obligé de partir sur une société individualiste derrière des écrans, et que là, quand je vois tous les gens qu'on croise, tout le monde est heureux d'être là. En fait. Tout le monde se dit que c'est possible voilà, une société de retrouver de l'humain, et qu'en tant qu'activité totalement légitime qu'on peut faire longtemps sans que ça pose des problèmes, et au contraire, en apportant beaucoup à ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Et du coup,
Du coup, oui, à 2000%. Alors, moi, je me pose, enfin, il y a déjà, sans aller jusqu'à parler de thèmes plus difficiles, plus sensibles, on est capable, dans le monde du jeu aujourd'hui, de faire passer des messages de manière un petit peu subtile et donc pas commercialement gênant. On a un mouvement aujourd'hui pour rendre les règles inclusives, pour rendre les illustrations inclusives ou respectueuses, avoir plus de représentativité et éviter de n'avoir que des hommes barbus sur les boîtes de jeu. Alors bien sûr, ça marche pas tous les jours. Une autrice me faisait la remarque hier qu'elle avait été frustrée parce qu'elle avait joué à 3 jeux et les 3 jeux qu'elle avait joués sur le festival avaient la règle de premier joueur, c'est le joueur avec la plus longue barbe qui était premier joueur. Et elle était un petit peu frustrée de dire mais et du coup moi j'ai pas le droit en fait. Ce qui montre qu'il y a encore du travail à faire, mais il y a quand même des efforts qui sont faits pour faire passer un message de diversité et d'inclusion petit à petit dans le monde du jeu. Et c'est déjà un message qu'on essaie de faire passer. Au-delà des thèmes plus subversifs ou engagés. Après, pour aller un tout petit peu plus loin dans la réflexion, aujourd'hui, c'est difficile d'avoir beaucoup d'éditeurs comme Johan parce que le marché est ce qu'il est et il n'y a pas un public suffisant, je pense, pour avoir 10 subvertis en France. À nous de changer ça. Ouais. Mais un autre moyen de changer ça, c'est ce qu'on fait avec l'ALF, donc les ludothèques, l'union des éditeurs, le groupement des boutiques, les cafés ludiques, les illustrateurs, les illustratrices et les auteurs dans la démarche de reconnaissance du jeu de société en tant qu'objet culturel et œuvre de l'esprit. Si on arrive à obtenir cette reconnaissance des pouvoirs publics, qui va au-delà de la reconnaissance qui, on pense, est déjà bien avancée dans la société, on peut rentrer dans le monde culturel institutionnel. Et quand on regarde le monde culturel institutionnel en France, on voit qu'il est extrêmement subventionné. La totalité des budgets des films documentaires, ce sont des financements publics. Une grande partie des œuvres de littérature, de bande dessinée, sont soutenues par des fonds précis, spécifiques à ces médias-là. Aujourd'hui, le jeu de société ne bénéficie d'aucune subvention. Le jour où on sera reconnu comme un objet culturel et qu'on aura accès à des subventions pour des projets qui n'ont pas de pertinence économique, ben peut-être qu'on verra apparaître des créations nouvelles, plus engagées encore, plus extrêmes, plus originales, parce qu'il n'y aura plus cette barrière de la rentabilité et de la marchandisation, en tout cas sur un certain nombre de projets, et peut-être qu'il y aura d'autres problèmes liés à ce système de subvention, parce que j'imagine que ça crée des biais différents et dangereux aussi, mais aujourd'hui, c'est une des voies qui peut exister pour permettre à des projets plus engagés d'exister plus facilement. Merci, merci Benoît pour cette conclusion, puis merci à vous deux pour votre participation. On va passer le micro pour voir s'il y a quelques questions dans la salle. Bonjour, ça fait plaisir de parler à l'AF, je suis bibliothécaire aussi. Moi, je n'ai pas vu le début de la conférence, je suis sur autre chose, mais je suis venu parce que je me pose beaucoup la question de un peu la surconsommation, des fois aussi autour du jeu de société. Quand je vois les règles de financement participatif avec des jeux, pour en avoir discuté avec des gens en boutique, il y a sûrement des gens dans la salle qui j'espère. Mais on a tendance aujourd'hui à peut-être beaucoup acheter le jeu, qu'on sort pas forcément beaucoup. Quand on kickstart un truc qui arrive 2 ans après, en fait, on est passé complètement sur autre chose. Et c'est des boîtes qui remplissent nos étagères. Est-ce que, je sais pas, on est sur une conférence sur la
merchandising. Bon, je vais y arriver, vous avez compris. Est-ce que, est-ce que vous vous questionnez pas sur le modèle et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de cet aspect qui est peut-être un peu nouveau, quelques années peut-être, mais voilà. Oui, évidemment, parce que sur le modèle, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a différents modèles qui existent. On va parler du fait de vendre en boutique et de vendre des jeux, mais les Kickstarter sont aussi un modèle qui sont créés dans d'autres domaines et qui ont été appliqués dans la société de façon assez efficace, c'est-à-dire delta tous les problèmes qui sont liés. Mais en fait, je pense que ces questions-là dépassent le jeu de société. C'est vraiment des questions de consommation générale, de comment nous, on se conscientise là-dessus. Moi, je suis convaincu que le jeu de société a quelque chose à y jouer parce que, de fait d'être un média, ça peut changer les façons de penser. Mais en fait, cette question-là, c'est oui, il y a aujourd'hui des choses qui sont faites pour pousser une consommation immédiate et rapide parce qu'on est dans des réflexions de croissance infinie. Je pense que ça dépasse le jeu de société. Je pense que les choix qui sont faits dans les différents acteurs et actrices du jeu de société ont des impacts là-dessus. Pour le coup, moi, je fais du crowdfunding, je le fais sur Ulule en France et on fait des livraisons en 2 mois. C'est-à-dire que les outils, on peut en faire presque qu'on veut, mais c'est à la soi de choisir quels sont les positionnements qu'on défend. Et après, vous disiez tout à l'heure, au public de se les approprier et de voir eux-mêmes quelle valeur ils défendent et dans quelle mesure, si une fois tu fais ça et tu avec ça, est-ce que tu le remets en cause ou est-ce que la fois d'après tu revois la lumière, tu fais je vais reprendre la même chose et bref, de responsabiliser tout le monde sur le fait qu'on a tous un impact en fait, sur ce qui se passe et que ça a des impacts réels là-dessus et qu'en fait si tout le monde le fait, forcément, certains vont continuer à le faire juste parce que du coup ça fonctionne et on va pas se poser la question de changer si ça fonctionne. Par contre, effectivement, dès qu'il y a du changement ou dès qu'il y a des impacts différents, que les gens commencent à changer de comportement, en fait c'est dans les deux sens. J'ai l'impression qu'on n'est pas dans des tours d'ivoire, que les choses peuvent se faire dans les deux sens, tout en évidemment défendant le fait de pousser vers des directions plus intelligentes et plus pérennes pour nous, pour la planète et pour le futur. Alors, on avait parlé de surconsommation au début de la conférence, on n'avait pas abordé le biais du financement participatif et le biais de celui-ci, il est pour la partie création, c'est de faire passer la création mécanique d'auteur après cette vitrine esthétique, puisqu'on va acheter sur Kickstarter, sur financement participatif, on va acheter un rêve, une promesse que personne n'a testée réellement. Donc on ne va pas acheter une expérience de jeu, on va acheter une promesse de jeu qui va être mise en avant par des graphismes ou par du kilo classique, des figurines à l'appel. Et bien sûr, un certain nombre d'éditeurs se servent de ce biais-là. Et l'impact, c'est que beaucoup, en tout cas un certain nombre de jeux en financement participatif, quand ils sont reçus, apportent une déception ludique parce que l'expérience de jeu n'est pas à la hauteur de l'attente procurée par le système, par l'outil. Mais en effet, après, c'est la responsabilisation des gens de faire attention à ça. Mais c'est un biais qui crée une moindre importance à notre rôle, nous, en tant qu'auteurs de jeu. Alors, je rajouterais quelque chose sur les financements participatifs. Il y a peut-être là aussi d'autres modèles à imaginer. C'est-à-dire que actuellement, plus il va y avoir de backers d'un jeu, plus il va y avoir de kilos de plastique dedans. Peut-être qu'on pourrait imaginer des projets où, s'il y a beaucoup de gens qui souscrivent au jeu, il y a une meilleure rémunération des auteurs, qu'il y ait une partie qui soit reversée à des associations, à Accessi-Jeux, à la Sage, des choses comme ça. Donc, il y a peut-être des choses à inventer aussi de ce côté-là en termes de plus-value, où va le prix qu'on paye pour le jeu. Un monde nouveau. Moi, je dis oui. D'autres questions? Bonjour. J'avais une question par rapport au financement. Donc, du coup, je reviens un peu sur le crowdfunding. Donc, vous dites qu'il n'y a pas de financement public actuellement pour les jeux de société. Et je me demandais si on observe parfois, au-delà du crowdfunding, du coup, des phénomènes de mécénat. Et dans le crowdfunding, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont backer des projets payer en gros beaucoup plus cher que ce que vaut le produit qu'ils vont recevoir pour justement
faire un peu de mécénat et vraiment partager le projet. Vraiment savoir si vous avez des chiffres ou des approximations, une idée vague de à quel point voilà, il y a des gens qui financent des projets dans lesquels il n'y a pas forcément enfin, de raison de faire confiance numérique. Je peux donner un exemple concret. Il y a quelques années, un éditeur à un festival allemand, à Essen, s'était fait voler sa caisse de toutes ses recettes, 10 000 euros. Et il a fait un financement participatif, il a sorti un jeu sur un format carte postale, qui n'est rien fabriqué, avec comme thème un voleur qui vole quelque chose dans un salon. Et bien sûr, il a été surfinancé par rapport au produit, à l'objet jeu, parce qu'il y avait bien sûr une volonté d'aider par la communauté l'éditeur qui s'était fait dérouler sa caisse. Donc ça peut arriver, mais j'ai pas beaucoup d'autres exemples de ça. Il y avait des inondations en Belgique, il me semble, il y avait eu un mouvement pour accompagner. Oui, alors, dans les pour les inondations, il y a eu un mouvement de solidarité avec beaucoup d'éditeurs qui ont envoyé des jeux en Belgique pour soutenir les populations. Et ça, c'est fait, mais par contre, ça n'a pas d'impact sur la création ludique. Je n'ai pas le chiffre non plus, mais effectivement, le financement participatif de base a été créé pour un peu avoir ce lien plus proche entre les créations, quelles qu'elles soient, et le public. Ça fait beaucoup appel au mécénat, mais c'est souvent parce que justement on est lié d'une façon ou d'une autre, que ce soit à travers une image qu'on en a ou la réalité des gens qu'on connaît. En fait, c'est tout à fait possible. Dire la valeur d'une chose, de dire que telle chose a telle valeur, c'est juste vrai dans un moment T. Là, on est dans un moment d'inflation, il y a des choses qui changent, il y a des prix par exemple qui vont augmenter sur certains jeux. Du coup, le prix qu'on est prêt à mettre ou pas, en fait, il est très, 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 très subjectif. Il peut changer très vite et dans des lieux différents. Par exemple, en bibliothèque, on va pas, quand on va au cinéma, quand on prend un livre en bibliothèque, il y a plein de façons de percevoir le prix qui changent beaucoup de la façon dont c'est présenté. Et c'est sûr à 100% qu'il y a plein de jeux qui sont achetés, pas sur leur perception, comme s'ils avaient été achetés en boutique, parce qu'ils sont perçus différemment, et tu participes à une aventure, et ça crée des mécanismes différents. Après, c'est à soi de la confiance qu'on a envers les gens qui portent le projet, et ceux qui portent le projet, est-ce qu'ils sont sincères, ou est-ce qu'eux, ils cherchent, justement, on parlait tout à l'heure, à avoir une réflexion créative artistique, ou une réflexion purement mercantile. Après, je sais qu'il y avait eu un projet sur Kickstarter de pierre-feuille-ciseaux de luxe, où ils avaient mis en mode, tu avais un papier de soie, un ciseau en or, et ils avaient fait un vrai faux projet pour s'auto-moquer en fait, de toute cette façon de faire et de biais qu'il peut avoir dessus. Donc, oui, en subjectif, clairement ça existe, par contre, on n'a pas trop de chiffres sur le détail de ça. Ouais. À l'inverse, quand tu parlais de mécénat, il y a un mouvement assez fort aujourd'hui d'entreprises qui cherchent à faire des jeux pour leur communication. Par exemple, un auteur, ami à nous, Romaric Gaolinier, avait été embauché par Orange pour faire un jeu sur les dangers des réseaux sociaux en cadeau à tous les clients Orange. Il y a c'est ce genre de financement-là qui existe. Continental avait fait également une demande pour produire des jeux pour leurs clients ou pour leurs partenaires. Et donc ça va entraîner des créations un peu particulières avec des cahiers de charges un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir dans le milieu. C'est pas proprement parler du mécénat, c'est une commande. Non, ouais. Après, je sais juste qu'il y a quelques résidences d'auteurs, mais alors vraiment pas beaucoup, qui ont été financées. Hein. On paye un auteur pour qu'il crée quelque chose, mais c'est peut-être quelque chose qui sera amené à se développer par la suite. Une résidence d'auteur, à ma connaissance, il y en a qu'une, d'auteur de société, actuellement. Elle n'est pas rémunérée. Mais on crée des choses. Bonjour tous, et merci pour la grande. Désolé pour la voix, mais aussi avec les animations, c'est compliqué. Je voudrais revenir sur un thème que vous avez
cité un petit peu au début, comme sur la prise de risque des thèmes que peuvent prendre les auteurs face aux contraintes que leur a opposé les éditeurs. Je voudrais rajouter d'autres acteurs, en fait, parce que la chaîne écosystémique n'est pas si courte, il y en a d'autres, on a aussi des distributeurs qui nous demandent des choses, qui, eux, ont des demandes des boutiques, des étiquettes, et je veux voir un petit peu votre opinion par rapport à toute cette symbiose-là, et voir qu'est-ce que vous avez imaginé dans le futur pour que tout le monde puisse se tenir en main. Moi, je suis fondateur de Rosemont Édition, c'est une toute petite maison d'édition. On a des beaux projets, je ne le cite plus au passage, et j'ai un jeu sur un thème qui est un petit peu clivant, qui est le skateboard. J'en suis très fier avec un copain, Anthony et Quentin Leroy. Et on m'a souvent dit que c'est un thème qui peut être une niche, qui peut ne pas se vendre, qui va être compliqué, etc. Donc à ce moment-là, quelle est la place pour un éditeur de prendre le risque et de prendre la place qui mérite, si on peut appeler ça comme ça. Voilà. J'aimerais bien avoir votre opinion là-dessus, mais en tout cas, je partage pas mal d'idées. Alors, juste pour revenir sur ce que tu disais, en effet, on a simplifié la chaîne parce qu'il y a un auteur et un éditeur, mais on n'a pas parlé du rôle de contrôle de nos amis distributeurs qui sont clairement la force dominante dans les sociétés modernes aujourd'hui, en tout cas économiquement. Et aujourd'hui, quand on parlait de censure, on aurait dû en effet mentionner le fait que cette censure, elle n'est pas, c'est de l'autocensure d'éditeurs aussi face à leurs partenaires distributeurs qui vont leur dire c'est pas possible. Moi, je vous donne mon exemple personnel de ce matin. J'ai signé un jeu hier soir. L'éditeur est allé voir le distributeur ce matin. Le distributeur lui a dit par contre, ton thème, tu le vires, ça se vend, ce genre de thème, ça se vend pas. Il faut que tu trouves autre chose. Et point barre. Voilà. Effectivement, là, du coup, l'éditeur, après, il a son choix à faire. Et la prise de risque, elle est évidemment plus grande quand tes partenaires ou les autres te mettent des stocks ou quelque chose, et ils ont une influence sur ton propre développement. Et c'est là, je reviens toujours à la même chose, c'est là où tu as l'éditorial, c'est à toi de savoir quelles sont tes valeurs, de prendre le risque. Et évidemment que prendre le risque, c'est plus risqué, mais que potentiellement, c'est là aussi où tu peux changer les choses. On a déjà échangé sur ces sujets-là, mais c'est vraiment l'envie de chacun de juste rouler dans le sens du vent, et c'est chouette, ou alors de tenter des choses différentes, avec évidemment le risque de se planter et de pas réussir. Mais quand on arrive à faire des choses, il faut le faire. Enfin, moi, je suis partisan du fait de faut essayer, il faut le faire, et c'est comme ça que le monde ludique s'adaptera à ce qu'on essaie de transmettre et de faire. Bonjour. Je voulais revenir au début de votre exposé. Vous avez parlé de 1000 jeux qui étaient édités à peu près par an. Et le public, peut-être le gros d'étranglement, c'est le public qui n'est pas forcément là. Je posais la question si ce n'était pas une histoire aussi d'un problème de visibilité. Notamment les lieux de très très grande visibilité qui sont pour la plus partie des gens du monde d'origine, les hypermarchés par exemple. Où là, toujours du monde une fois par semaine. Et moi, pour y être allé, avec ces rayons de jeux, je m'aperçois que finalement, il n'y a même pas les as-d'or, ou du moins des gros tirages artistiques sur les durails, mais c'est désert pour moi. Ce que je vois ici par rapport à ce que je vois dans ces supermarchés, bon, il y a 90% des gens qui y passent. Donc, quel est le verrou? Qu'est-ce qui permettrait justement de rentrer dans ces zones d'hypervisibilité? Qu'est-ce qui permettrait de débloquer ça? Est-ce que c'est des acteurs privés, on va citer le champ, etc. Qu'est-ce qui permettrait d'avancer sur ce sujet? Que les gens les achètent. Les GSA, les grandes surfaces alimentaires, n'ont pas vraiment de sentiment sur les produits qu'ils vendent. C'est des produits, et le côté culturel ne les intéresse pas. Et donc, la seule manière pour que les jeux soient dans ces lieux-là, c'est qu'ils se vendent de manière tellement importante ailleurs, dans les boutiques spécialisées ou dans les GSS type Cultura et Fnac, que les gros acteurs, les gros acheteurs vont se poser cette question-là. Mais aujourd'hui, le goulot d'étranglement, il est clairement là. La solution, c'est de faire jouer plus de gens qui
qui iront faire jouer d'autres personnes et on espère que la viralité et le fait que vous veniez au Festival de Cannes, que vous rentriez chez vous et que vous présentiez des jeux à vos amis, qu'on va diffuser ça le plus possible, bah, peut-être qu'à un moment donné, il y aura une prise de conscience ou en tout cas une tentative, une prise de risque de ces entreprises pour mettre en rayon les jeux. Et en effet, il y aura probablement un effet boule de neige. Aujourd'hui, cet effet boule de neige, il se voit dans les grandes surfaces spécialisées comme Cultura ou Fnac, où il y a un début de raz-de-marée de jeux de société qui est en train d'envahir ces espaces-là, en général à la place du rayon CD ou DVD. Mais pour l'instant, on n'est pas encore à l'étape suivante. Juste pour ajouter, effectivement, il ne faut pas s'attendre à ce que ce type de surface soit le fer de lance de l'accessibilité au jeu. Hein. Ils vont suivre un mouvement qui se créera par ailleurs. Et là-dessus, je mentionne quand même les ludothèques qui ont cette fonction-là. Sont des lieux de proximité qui sont dans les territoires, tous les types de publics y vont, et c'est souvent la porte d'entrée vers la découverte de jeux de société qu'on ne trouverait pas justement dans les Auchan ou les grandes surfaces. Bonjour, je m'appelle Maël, merci pour la conférence jusque-là. Moi, j'ai travaillé pendant un grand moment à faire des bilans carbone d'entreprise, donc c'est plus la question écologique, on a abordé un petit peu au début. Et j'ai pu faire pas mal de jeux jusqu'à présent, et beaucoup de mécanismes en fait, d'accumulation, systématiquement pour des compétitions. Et bon, la Bible et le Monopoly restent des choses très vendues dans le monde, ça évitait quelque chose. Voilà, je voulais venir un peu vous demander, moi je suis consommateur, je suis joueur. Bah, en tant que consommateur, je vais essayer de m'interroger maintenant voilà, sur quand j'achète un jeu, pourquoi j'achète et essayer de me questionner. En tant que joueur, je pense que ça fait plaisir. Et je vais vous demander, vous, en tant que professionnel du secteur, que opérateur de l'industrie, la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, comment vous l'incarnez, comment vous la pensez, et quelles actions on peut mettre en place pour que ça fasse peut-être évoluer certaines choses, la responsabilité éducative que vous pouvez avoir, ou de simplement d'impact sur la norme sociale autour. Voilà, que doit devenir l'industrie du jeu dans les années à venir, selon vous? Ouais, alors en fait, c'est ce qui est assez intéressant là-dessus, parce que du coup, c'est des choses que nous, on essaie de faire, mais clairement qui ne sont pas encore partagées par tout le monde. Mais en tant qu'éditeur, j'ai clairement le choix de choisir ce que je mets dans mon jeu, la taille par exemple, le plus gros impact au niveau écologique, c'est la taille d'une boîte. Plus une boîte est vide, plus ça impacte le transport, plus ça impacte les émissions de CO2, etc. Et en fait, ça, c'est des choix que fait l'éditeur, mais en corrélation avec toute la chaîne. Par exemple, il va y avoir en boutique des facings où il faut que les boîtes aient une certaine taille pour un certain prix. Et du coup, ça implique encore une fois de prendre du risque pour changer les choses. Mais c'est tout à fait des choses qui sont possibles. Et en fait, ça va dépendre de chacun des acteurs, parce que des acteurs, ils vont défendre un certain type de création au niveau matériel, et moi, je vais en défendre un autre. Et on parlait tout à l'heure des propositions des auteurs ou des autrices qui vont arriver avec un matériel. Par exemple, moi, je ne vais pas mettre de plastique. Donc, s'il y a un matériel qui est lié avec le plastique, soit on réfléchit à une alternative qui va avoir une influence sur la création ludique, soit en fait, on ne le fait pas. Et ça va dépendre de chacun des acteurs de façon individuelle. Mais il y a aussi le niveau, on va dire, niveau SAJ ou EJ, où il y a des réflexions. Du côté de l'UEJ, il y a une commission d'éco-responsabilité, où en fait, il y a des réelles réflexions qui essaient pour le coup de mettre tout le monde d'accord sur comment déjà avoir de la data sur exactement ce que représente le jeu de société par rapport aux autres milieux, mais aussi quel est l'impact et quels sont tes choix réels par rapport au lieu de fabrication, le moyen de transport, ce que tu mets dedans. Donc c'est des sujets qui existent. Pour ma part, je pense qu'ils existent et en fait ça va être obligatoire, c'est-à-dire que même ceux qui sont en mode ça n'existe pas, le mur va les obliger à changer. Je pense qu'il vaut mieux le choisir et anticiper la façon dont on réduit l'impact carbone du jeu de société. Mais après, oui, c'est lié à la façon globale. Et ce qui est intéressant dans le jeu de société de base, c'est qu'on sait en faire de façon très low-tech, avec de la durabilité, et qu'on peut défendre le milieu en tant que tel, et après défendre le fait qu'à l'intérieur, il y a des choix qui sont faits et qu'on agit dès aujourd'hui. Enfin, après, oui, c'est récent, mais j'ai l'impression qu'il y a un réel choix là-dessus et que c'est en train de changer, et qu'en fait, ceux qui ne le font pas, soit sont en retard, soit n'auront pas le choix. Et ça dépend, encore une fois, des gens aussi qui choisissent en mode ah bah là, je fais attention à tout, mais bon, les jeux ils sont faits à 90% en Chine, donc là, je
me mets des œillères et j'y vais quand même. Non, en fait, on a le choix sur tout, donc à soi de faire ces impacts-là, parce qu'en fait, si tout le monde le fait, les acteurs ils pourront dire ce qu'ils veulent, et en fait, ils vont s'adapter. Parce que le but, même si tu es un acteur purement capitalistique, si tes jeux ne vendent plus, tu vas changer ton fusil d'épaule. Pour les auteurs, c'est un peu difficile parce qu'on est en début de chaîne, on ne maîtrise pas grand-chose, mais il y a un certain nombre d'auteurs et d'autrices qui imposent des clauses dans leur contrat de production locale ou au moins de production européenne et refusent de signer des contrats où le jeu serait produit en Chine, par exemple. Mais c'est quelque chose qui est très difficile à maîtriser quand on est auteur. On va prendre une dernière question avant de laisser la salle. Bonjour. Donc, je suis militant proactif sur le jeu en tant que bien culturel de loisir, par rapport à son intérêt, par rapport aux usagers, etc., en tant que bibliothécaire, en tant que militant associatif, etc. Là, je pense qu'on est dans un milieu où on a encore la chance de tous pouvoir se connaître plus ou moins. C'est facile d'identifier les éditeurs, les sociétés, cela, pour peu qu'on se déplace lors de festivals et grâce à Internet, toute sa médiatisation. Et je pense qu'à vouloir aller vers l'objet culturel, il va falloir aussi accepter, à l'image du livre, qu'on ait des classiques, qu'on ait des romans de gare, qu'on ait des livres à usage unique, des choses qui vont être sur commande, etc. etc. Et peut-être qu'à ce stade-là, on n'est pas tout à fait prêt de voir notre passion justement aller vers la grande consommation. Puisqu'on a eu la chance, entre guillemets, dans notre milieu de jeux de société, de s'être développé paradoxalement sur cette société de consommation. C'est-à-dire c'est au moment où le public a été en âge de pouvoir continuer à être adolescent dans leur tête et acheter, que le milieu du jeu de société a pu se développer. Donc après, il y a peut-être aussi ce prisme-là où il va falloir aussi mettre de l'eau dans notre vin en se disant, bon, nous sommes passionnés, on aime le jeu, on sait ce qu'il peut apporter. À l'image du Blanc-Manger Coco quand il est sorti, et donc après la critique des passionnés dans un instant T, parce que vous savez d'où ça venait, et le succès commercial et tous les ersatz et toutes les copies qui nous sont tombées dessus, sans réel intérêt ludique, dépendamment de l'amusement. Donc il y a ça aussi, la marchandisation, qui aurait aussi comme impact sur la vision qu'on devrait avoir. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment une question, mais je suis tout à fait d'accord sur le contenu. Il va falloir probablement qu'on s'adapte tous à l'évolution du jeu de société, à la fois d'un point de vue écologique dont on a parlé, mais de l'autre côté, de ce point de vue de la généralisation du jeu de société. Merci à vous pour votre participation, merci à vous d'être venus et on laisse la salle tout de suite pour la prochaine conférence. Je finirai juste sur une note sur cette conférence. En sortant, n'hésitez pas à aller acheter nos jeux. Merci. Merci.